Bonjour, bienvenue au cours des quantifications d'incertitude. Aujourd'hui, nous allons aborder la représentation des variables aléatoires. Il faut noter que les variables aléatoires possèdent une structure hilbertienne, c'est-à-dire qu'on peut définir un produit scalaire entre deux variables aléatoires. Ces produits scalaires proviennent de la notion de moyenne. Considérons deux variables, x et y. Leur produit scalaire est défini comme étant la moyenne de x fois y. Cette définition des produits scalaires induit la définition d'une norme, comme il est usuel dans les espaces d'Hilbert. Il est aussi possible de définir une norme directement à partir de la notion de moyenne en introduisant la moyenne des modules de x à la puissance p. Mais ceci n'est pas utile pour nos propos dans la suite. Cette remarque est intéressante parce qu'elle nous permet d'utiliser les langages, les méthodes et les résultats usuels d'espaces d'Hilbert, c'est-à-dire d'espaces où il existe un produit scalaire, pour l'étude des variables aléatoires. Parmi ces éléments, on va trouver les techniques et résultats liés à la notion des projections orthogonales, qui sont très utiles en ce qui concerne la représentation et l'approximation des variables. Rappelons ce qu'est la projection orthogonale. La projection orthogonale est l'élément le plus proche d'un autre élément donné. Mathématiquement, la formulation est la suivante. Nous considérons un sous-espace S et un élément U à l'extérieur de S. La projection orthogonale du sur S, noté P indice S et du U, est l'élément de S qui se trouve le plus proche du U. Pour mesurer la distance, nous calculons la norme de la différence. Nous avons donc la représentation graphique suivante. En bleu, nous avons l'ensemble S. Les points noirs représentent l'élément U. La projection orthogonale est l'élément de S qui se trouve le plus proche possible de l'élément U. Donc c'est lui pour lequel la norme de P indice S du U moins U est inférieure à la norme de S U moins U pour tout autre élément de S. Nous pouvons caractériser la projection orthogonale de différentes manières. Nous donnons ici deux manières distinctes de la définir. Retenons la deuxième. La norme de PS moins U plus lambda V supérieure ou égale à la norme de PS moins U, quel que soit V et quel que soit lambda. Cette inégalité montre qu'une fonction de lambda atteint son minimum au point 0. Nous allons utiliser cette remarque pour obtenir une équation qui caractérise la projection orthogonale. En effet, comme nous l'avons observé, si l'on considère f de lambda égale à la norme de PSU moins U plus lambda V au carré, cette fonction atteint son minimum en 0. Donc, la dérivée de cette fonction en 0 s'annule. Nous pouvons calculer cette dérivée et nous arrivons à la conclusion que PS du U moins U scalaire V égale à 0. Cette égalité doit être vraie pour tout élément V qui appartient à S. Nous avons donc l'explication du mot orthogonal dans la définition des projections orthogonales. U moins PS du U
et un vecteur qui est orthogonal à l'ensemble S. Nous avons PS du moins U scalaire S égale à 0 pour tout S dans S. Cette égalité permet les calculs pratiques des projections orthogonales. En effet, nous pouvons considérer S comme étant l'ensemble des combinaisons linéaires de n éléments donnés, phi1, phi-n. Donc, nous avons PS du qui est un élément de S qui est une combinaison linéaire des éléments phi1, phi-n, somme d'I égale à 1 jusqu'à n de Ui, phi-i. Dans cette expression, nous ne connaissons pas les coefficients U1, Un. Nous avons donc un vecteur d'inconnu. Cependant, si nous remplaçons cette expression dans l'équation PS du moins U scalaire S égale à 0, nous obtenons un système d'équations linéaires. En effet, les inconnus U vérifient A fois U égale à B, où A et J est le produit scalaire de phi I par phi J, et B indice I est le produit scalaire de U par phi indice I. Nous pouvons illustrer cette démarche. Considérons U égale à sinus de 2 pi x et considérons S comme étant l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, avec les produits scalaires intégrale de 0 à 1 U fois V dx. Voici les résultats de l'approximation avec un polynôme de degré 7. Modifions les produits scalaires. Prenons maintenant comme produit scalaire l'intégrale du V plus l'intégrale du prime V'. Voici les résultats de l'approximation avec un polynôme de degré 7. Nous pouvons changer l'espace. Par exemple, à la place de polynôme, considérons S comme formé des combinaisons linéaires des fonctions trigonométriques sinus de x, cosinus x, sinus de 2x, cosinus de 3x, ainsi de suite. Voici les résultats pour des différentes valeurs d'N. Lorsque nous manipulons des variables aléatoires, la démarche est identique. Nous avons les produits scalaires de la moyenne d'xy et nous utilisons ces produits scalaires pour construire les systèmes linéaires et calculer les coefficients. Il faut cependant noter que les calculs de ces produits scalaires exigent la connaissance de la loi du couple xy. De la même manière que pour pouvoir calculer l'intégrale du fois v, il nous faut connaître simultanément u de x et v de x. Une première application est le calcul de la moyenne. En effet, la moyenne est la projection orthogonale d'une variable sur l'ensemble des variables constantes. Il est facile de constater que si nous écrivons l'équation variationnelle moyenne d'y et px égale à moyenne xy pour tout y appartenant à l'ensemble des constantes, nous récupérons comme résultat px égale à moyenne dx. Une deuxième application est la notion de corrélation linéaire et l'approximation d'x par une fonction affine de la variable u. Dans ce cas, nous considérons S comme étant l'ensemble des fonctions affines de la variable u. Ce sont les variables z de la forme AU plus B. En écrivant encore une fois l'équation variationnelle moyenne d'y px égale à moyenne d'xy pour tout y appartenant à S,
nous obtenons un système linéaire pour l'équation AB. Ce système linéaire possède comme matrice A moyenne du U1, moyenne du U carré, moyenne du U. Et comme second membre, moyenne de x fois U. Nous pouvons alors trouver la solution du système d'équation. Nous avons A égale la covariance d'xu divisé par la variance du U et B égale la moyenne de x moins A fois moyenne du U. Lorsqu'on calcule l'erreur commise dans l'approximation, la norme d'x moins AU moins B au carré, on voit apparaître un coefficient ρ d'xu, qui est défini comme la covariance d'xu racine de v du v dx. On peut démontrer que les modules du ρ d'xu est inférieur ou égal à 1. Et on voit dans l'égalité que si ρ d'xu égale à 1 ou moins 1, c'est-à-dire si un module égal à 1, l'erreur commise dans l'approximation est nulle, c'est-à-dire que l'approximation est exacte. Nous avons exactement x égale à u plus b. Ρ de xu est le coefficient de corrélation linéaire entre x et u. Il est souvent utilisé pour mesurer les niveaux de dépendance entre les variables. Lorsque sa valeur est proche de 0, on considère que les variables sont peu dépendantes, voire indépendantes. Et lorsque sa valeur approche de 1 ou de moins 1, nous considérons que les variables sont fortement dépendantes, voire totalement dépendantes. Voici un exemple de calcul du coefficient de corrélation. Si nous prenons la variable x d'oméga égale à oméga 2 et u d'oméga égale à oméga 3 sur l'intervalle 0,1, nous pouvons faire les calculs des différents termes, obtenir l'équation A, l'équation B et la valeur du ρ, qui est ici pratiquement 0,99, soit 99%. Cependant, l'équation de corrélation linéaire mesure bien des relations linéaires. Lorsque nous avons des relations non linéaires, il peut être mis un défaut. Par exemple, dans cette situation où nous avons x égale à module du u, l'équation de corrélation est égale à 0 alors que les variables sont dépendantes. On peut s'interroger sur l'existence d'une approximation qui soit la meilleure de toutes, c'est-à-dire une approximation de x par une fonction de u telle qu'il n'existe aucune autre qui soit meilleure. Dans le cas des variables aléatoires, la réponse est positive. Il existe une approximation h de u telle que n'importe quelle autre fonction de u ne peut pas être plus proche de x que celle-ci. Il s'agit de l'espérance conditionnelle. De plus, nous avons une formule explicite pour l'espérance conditionnelle. Pour déterminer cette formule, nous partons de l'équation variationnelle moyenne des h du g du égale à moyenne des x g du pour toute g. Cette équation peut être développée et aboutit à une équation qui nous permet de déterminer h du u. Nous avons alors h du u égale à la moyenne des x f de xu, f étant la densité de probabilité du couple xu, divisé par l'intégrale de f de xu dx, la loi marginale de u. La notation, c'est e de x conditionnel à u égale à h. Il s'agit de la meilleure approximation de x à l'aide d'une fonction de u. Cependant, encore une fois, pour déterminer la valeur de cette approximation, nous avons besoin
de connaître la loi du couple XU et sa densité de probabilité F. Reprenons l'exemple. X d'oméga égale oméga au carré, U d'oméga égale oméga au cube. Nous pouvons faire les calculs et déterminer l'espérance conditionnelle de x à u. Nous obtenons u à la puissance 2 tiers. Ces résultats est le résultat exact. Reprenons le second exemple, celui avec les modules de oméga. Dans ce cas, l'espérance d'x conditionnelle à u donne encore une fois la valeur exacte module de u. Cependant, comme nous avons observé, pour les calculs de l'espérance conditionnelle, nous avons besoin de connaître la densité de probabilité du couple XY. Cette densité peut être difficile à obtenir, surtout lorsque nous avons peu de données concernant les couples. Un petit échantillon ne suffit pas à déterminer la loi complète du couple. Il existe donc des procédures intermédiaires basées sur l'approximation hilbertienne. Dans ces procédures, nous considérons une base hilbertienne et nous allons représenter la variable aléatoire en utilisant cette base. Pour la construction des bases hilbertiennes, les mathématiques nous proposent des méthodes. Une des méthodes, la plus simple, consiste à considérer des opérateurs compacts auto-adjoints. Les spectres d'un tel opérateur génèrent une base hilbertienne. Un opérateur compact auto-adjoint est facile à trouver. Par exemple, nous pouvons considérer les inverses d'opérateurs différentiels d'ordre pair. Par exemple, les Laplaciens. Voici un exemple du calcul d'un spectre d'un opérateur compact auto-adjoint. Nous considérons l'inversion d'une dérivée seconde. Il s'agit d'une dérivée d'ordre pair. L'opérateur est l'opérateur t. L'inversion de la dérivée seconde nous donne tu. Et évidemment, la dérivée seconde de tu doit être égale à u. En faisant les calculs des valeurs propres et des vecteurs propres, nous obtenons u indice n égale à sinus de n pi x. Nous obtenons ainsi une base hilbertienne dans l'espace considéré. En pratique, il existe de nombreuses bases hilbertiennes connues, comme les fonctions trigonométriques ou les polynômes. Nous n'utilisons pas la base entière. En général, nous allons utiliser une base tronquée qui s'arrête à l'ordre n. Et nous allons chercher la projection orthogonale comme étant une combinaison linéaire des n premiers éléments de la base. On peut préférer des familles totales aux bases hilbertiennes. Tel est le cas lorsqu'on utilise des éléments finis, par exemple. La démarche est identique. Nous écrivons la projection orthogonale comme une combinaison linéaire des éléments de la base et nous cherchons les coefficients. Dans tous les cas, que ce soit une base hilbertienne ou une famille totale de type élément fini, les coefficients sont les résultats de la résolution d'un système linéaire a fois x égale à b, où a dit j est le produit scalaire de phi par phi j et b indice i est le produit scalaire de x par phi indice i. Reprenons l'exemple avec x d'oméga égale à oméga carré et oméga au 3. Nous pouvons calculer facilement les coefficients a et j et bi. Puis, en décidant d'un ordre d'approximation, il n'y a plus qu'à résoudre les systèmes linéaires pour déterminer les coefficients
de l'approximation. La démarche est identique dans les cas du module du. Nous pouvons calculer encore une fois l'équation AJ et BI. Puis, en choisissant un ordre d'approximation, nous pouvons résoudre les systèmes linéaires et obtenir les coefficients de l'approximation. En pratique, nous n'utilisons pas directement les calculs des intégrales. Il existe des méthodes approchées pour la résolution pratique et la détermination pratique des approximations. Par exemple, la méthode de colocation, la méthode des moments, la méthode d'adaptation et la méthode d'optimisation stochastique. Nous examinerons ces méthodes dans un prochain exposé. Pour aujourd'hui, nous allons arrêter par ici. Merci pour votre attention. Au revoir.